Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Négociations complexes de Marwan Méry, lu par Shirley Dean. Avant-propos. Les temps changent. Le monde que nous connaissons s'est considérablement complexifié en l'espace de quelques décennies. Réchauffement climatique, montée des eaux, guerre, interdépendance économique, terrorisme, crash boursier, grève récurrente, concurrence loyale accrue, concurrence déloyale latente, objectifs court-termistes, montée du populisme, catastrophes naturelles, évolution incroyable des technologies, pression du temps. Autant de facteurs qui pèsent sur notre quotidien et structurent à la fois nos décisions et nos comportements. Dans un tel contexte, les négociations commerciales, sociales, diplomatiques, politiques et critiques se durcissent. Les différends provoquent des guerres de position qui enveniment les relations et brouillent la lucidité des négociateurs. La conséquence de tout cela ? Les réponses d'avant ne sont plus efficaces aujourd'hui. Pour faire une analogie simple, il était plus facile de négocier pendant les 30 Glorieuses quand chacun pouvait profiter du gâteau grandissant que de nos jours où les parts se réduisent comme peau de chagrin. Des réponses adaptées sont par conséquent nécessaires pour affronter les facteurs de complexité qui façonnent ces nouvelles négociations. Menaces, ultimatums, mensonges, égos, débordements émotionnels, bluffs, manipulations, profils difficiles, insultes, mauvaise foi, chantage, incertitude. C'est précisément la fonction de ce livre. Apporter des outils efficaces aux négociatrices et aux négociateurs pour gérer la complexité sans la subir. Note sur le genre. Par souci de simplicité pour le lecteur et de cohérence globale pour l'ouvrage, le négociateur sera toujours référé au masculin. Ce terme générique regroupe toutes les négociatrices et tous les négociateurs, sans différence de genre. Note sur la prise de vue. Le négociateur sera toujours référé par le terme « le négociateur ». L'interlocuteur du négociateur sera toujours référé par les termes « partie adverse », interlocuteur, sujet, autre, individu, cible, personne. Selon le contexte, le sujet pourra être un objet et non une personne physique. Exemple. Les exemples de négociations partagées dans l'ouvrage sont tous issus de l'expérience de l'auteur. Afin de préserver l'anonymat des personnes et des entreprises, certains lieux, dates, montants ou éléments ont été volontairement modifiés. Le fond demeure cependant intact, et ce dans l'optique de ne pas dénaturer les négociations et leur apport en termes d'apprentissage et de débriefing. À tous ceux qui croient que l'échec vient de la complexité. Les relations interpersonnelles. Les métiers. Nous négocions tous au quotidien, dans une certaine mesure évidemment, mais nous négocions. Ce terme est cependant galvaudé pour une raison unique. La négociation avec un grand N est une compétence à forte valeur ajoutée, et beaucoup flattent leur ego en se considérant négociateurs. Or, dans bien des cas, nous ne négocions pas. Nous vendons tout simplement, sans aucune notion péjorative. Ou nous débattons, ou encore nous revêtons le manteau de médiateur. Voici quelques définitions pour délimiter les frontières parfois trop poreuses de métiers qui se nourrissent du même terreau, les relations interpersonnelles. La négociation. La négociation est une méthode visant à trouver un terrain d'entente à des positions divergentes par le biais d'une solution qui satisfasse les parties en présence. Il y a donc négociation dès lors que la situation implique des différends affichés ou larvés et que les forces en présence s'efforcent de manière plus ou moins volontaire de parvenir à un accord. C'est précisément cette notion de confrontation relative à un objet qui provoque le recours à une méthode adaptée, la négociation. La vente. La vente consiste à proposer un produit ou un service qui correspond aux besoins conscients ou inconscients d'un interlocuteur. Contrairement à la négociation, il n'y a pas de notion de confrontation, du moins dans un premier temps. On dit souvent que la négociation débute là où la vente a échoué, la négociation prenant le relais via l'utilisation de techniques adaptées à la situation nouvelle. Les meilleures ventes sont celles qui ne laissent pas la place à la négociation. Elles sont rares,
parce qu'elles ne sont pas uniquement dépendantes des compétences du vendeur. Mais elles existent. La vente est par conséquent un élan proactif, alors que la négociation est une activité réactive. Mais peut-on être un bon vendeur et un mauvais négociateur? Oui, et c'est malheureusement très souvent le cas pour une raison simple. Le vendeur utilise des techniques liées à la vente pour répondre à une situation nécessitant des outils de négociation. Et peut-on être un bon négociateur et un mauvais vendeur? C'est tout à fait possible également. La médiation. La médiation est une discipline impliquant l'intervention impartiale d'un tiers afin d'appréhender la situation en cours et d'apporter une solution aux parties prenantes en vue de l'intérêt commun. Contrairement à la négociation où le négociateur représente les intérêts d'une partie, le médiateur est neutre et agit pour l'ensemble du groupe. Les grands médiateurs s'illustrent par leur qualité relationnelle et pédagogique dans le cadre de la résolution de conflits. L'entretien thérapeutique. L'entretien thérapeutique entre un patient et son soignant au sens large du terme, médecin, psychologue, psychanalyste, psychothérapeute, consiste à comprendre la problématique du patient afin de proposer un projet de soins qui puisse lui convenir. Dans le cadre de l'observance thérapeutique, le médecin conduit l'entretien dans le but de faire accepter le traitement à son patient. L'interrogatoire. L'interrogatoire consiste à extraire de l'information auprès d'un sujet, suspect, témoin, afin d'obtenir des informations fiables permettant de porter un regard éclairé sur une situation. D'un côté, le niveau de coopération du sujet dépend de nombreuses variables, et d'un autre côté, l'interrogatoire évolue dans un cadre légal. L'audit. L'audit, qu'il soit interne ou externe, consiste à évaluer, investiguer et vérifier les normes et procédures en vigueur au sein d'une entreprise ou des sous-traitants de cette même entreprise. Il peut s'agir aussi bien d'un entretien entre un auditeur interne et un employé suspecté de fraude, ou l'entretien entre un auditeur externe et un directeur d'usine, afin de vérifier le bon respect du cahier des charges, conditions de travail des salariés, nature de l'approvisionnement, règlement interne. Le recrutement. Le recrutement consiste à évaluer l'adéquation entre les besoins exigés par un poste et les compétences et qualités d'un candidat. Il s'agit donc, au terme d'une période assez courte, de comprendre véritablement qui se cache derrière la façade du CV. Le recruteur doit recueillir de l'information, souvent à l'insu du candidat, pour apprécier la véracité du récit, vérifier ou infirmer les données obtenues et décider en connaissance de cause de la bonne adéquation entre le profil recherché et le candidat. La négociation complexe. La négociation complexe est une méthode regroupant un ensemble de techniques permettant de faire face et de répondre à des situations à forts enjeux et à caractère déstabilisant. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la négociation complexe est une hard skill, c'est-à-dire une compétence technique au même titre que le droit, les mathématiques ou encore la médecine. Pourquoi certains négociateurs réussissent-ils quand d'autres ont échoué avant eux? Ce n'est pas une histoire de chance. C'est tout simplement une stratégie idoine, des tactiques parfaitement adaptées et une succession de gestes techniques qui ont permis de faire la différence. Obtenir la libération d'un otage, faire accepter la fermeture d'une usine à des grévistes qui n'ont plus rien à perdre, négocier le départ de troupes militaires en zone frontalière face à un président tout-puissant, diviser par 10 le niveau d'exigence de la partie adverse dans le cadre d'une extorsion ou encore stabiliser des acheteurs furieux sur le point de déréférencer entièrement votre gamme de produits, nécessite à la fois une expertise réelle et une expérience singulière. On peut ainsi parler de négociation complexe sans visée exhaustive dès lors que le négociateur doit faire face à un ou plusieurs éléments suivants. L'incertitude est élevée, les informations fiables sont peu disponibles, le rapport de force est défavorable, les alternatives sont peu nombreuses, les enjeux sont importants, la partie adverse présente un niveau d'opposition élevé, la pression est forte, le mandat est limitant, les objectifs sont extrêmement exigeants, les manœuvres délétères sont existantes, mauvaise foi, ultimatum, menaces, insultes, etc. La partie adverse ne souhaite pas négocier, les parties prenantes présentent des profils difficiles. Témoignage.
Si ces métiers sont différents et nécessitent des compétences spécifiques, ils partagent cependant un seul et même dénominateur, le facteur humain. Au cours de ma carrière et encore maintenant, j'ai eu la chance d'exercer tous les métiers présentés ci-dessus. J'ai bien sûr beaucoup négocié, à petite et à plus grande échelle, dans des environnements compliqués et parfois profondément dégradés. Je continue d'ailleurs à mener ou à accompagner une trentaine de négociations par an. J'ai dû vendre des projets et des solutions pour fédérer des troupes, mais également des objets à forte valeur financière. Je n'ai jamais trop aimé vendre d'ailleurs, pour ne rien vous cacher. J'ai joué plusieurs fois le rôle de médiateur dans le cadre de conflits communautaires ou pour des problématiques de familles fortunées. Divorce, succession, pacte d'associés. J'ai accompagné des dizaines et des dizaines de médecins, neurologues, oncologues, urgentistes, cardiologues, diabétologues, pour les aider à améliorer l'observance thérapeutique face à des patients réticents ou simplement refusant d'adhérer à la prescription médicale. J'ai fait passer de nombreux interrogatoires à des tricheurs amateurs et professionnels dans des cercles de jeux clandestins et casinos de seconde zone pour s'assurer qu'il n'y avait pas de collusion interne. J'ai audité, pour le compte de différentes multinationales, des sites industriels afin de vérifier les conditions de travail des salariés et le bon respect du cahier des charges imposé par la direction. Et je conduis tous les mois des entretiens de recrutement afin d'évaluer les compétences techniques et psychologiques de cadres dirigeants amenés à évoluer dans des pays sensibles ou des environnements particulièrement difficiles. Tout cela simplement pour vous dire une chose. La négociation complexe, au-delà de sa singularité, réside également dans le fait qu'elle permet de transcender tous les points d'achoppement que les métiers ci-dessus peuvent générer. Quand vous gérez du facteur humain, il faut comprendre ses motivations, extraire de l'information, outrepasser des oppositions, évaluer la crédibilité des propos, induire le changement, gagner en crédibilité ou faire accepter une solution. In fine, la négociation complexe vous apportera bien plus dans les relations humaines que sa simple utilisation pour gérer un conflit. Fin du témoignage. Les grandes théories de la résolution des conflits. La littérature s'est largement appesantie sur les grands principes de négociation. Malgré leur caractère trop souvent académique, voire manichéen, ces théories présentent tout de même l'avantage de porter la réflexion au-delà du seul cadre imposé par le problème en cours. Face à un conflit, plusieurs options s'offrent à vous. L'évitement. La première possibilité est l'évitement ou la fuite. Le conflit revêtant une dimension difficilement tolérable, l'individu choisit de s'en distancier. La peur ou l'incapacité technique à traiter le conflit sont généralement les raisons de ce choix par dépit. La conséquence directe est évidemment la prise de pouvoir par la partie adverse. La soumission. Une deuxième option, tout aussi asservissante, est la soumission. Motivée par la peur ou le besoin de reconnaissance, la soumission enfante une relation maître-esclave dans laquelle le sujet contraint n'existera que par la présence et les actions de l'autre. Ce phénomène est psychologiquement destructeur dans les cas où le sujet n'est pas conscient de son état modifié. L'attentisme. Ne pas choisir, c'est accepter le choix de l'autre. Certains conflits ouverts ou latents impliquent une prise de décision rapide. Ne pas choisir, de peur de se tromper ou du fait de la complexité du problème, est un acte de renoncement et d'acceptation de la situation. À ne pas confondre avec l'attentisme dont l'approche peut être tactique dans le cadre d'une stratégie de négociation précise. Le passage en force. À l'inverse de la soumission, le passage en force est une réaction brutale, souvent liée à une notion de respect ou d'ego. Cette voie privilégie le résultat quantitatif au détriment de la relation. La réalité de l'autre n'est pas prise en compte. Même si le passage en force permet de résoudre certains conflits, il nuit grandement à l'établissement d'un lien pérenne. Son utilisation est très souvent one-shot. La loi. Parfois, quand l'une des parties se sent lésée ou que les moyens utilisés sont en marge du cadre légal, le recours à un tribunal compétent peut permettre de rétablir certaines injustices. Même si elle est parfois nécessaire, c'est souvent une solution impasse, puisque, quelle que soit l'issue du jugement, la relation s'en trouvera entachée. La médiation.
Quand le conflit s'enlise, que les liens du dialogue sont rompus, la médiation peut parfois prendre le relais de la négociation par l'intervention d'une tierce personne neutre à la situation. Les exemples sont légion dans la résolution de conflits sociaux et politiques. La négociation. La négociation permet de parvenir à un accord malgré les différends affichés, tout en prenant en considération la réalité de chacune des parties. C'est bien évidemment l'option la plus efficace, puisqu'elle permet une solution satisfaisant les parties prenantes tout en maintenant un lien dans le temps. Les composantes nécessaires. L'expression proverbiale « on ne n'est pas bon négociateur, on le devient » est particulièrement porteuse de sens. La négociation est un métier difficile, mais qui s'apprend. Devenir un bon négociateur nécessite des compétences socles, des aptitudes complémentaires, une expérience certaine, mais surtout un haut degré d'expertise. Les compétences socles. Les 10 compétences énumérées ci-dessous constituent le socle du négociateur. Ces compétences n'ont pas vocation à définir la qualité du négociateur, mais simplement à déterminer son profil, et ce, dans une optique de comprendre ce qu'il est. Il n'y a donc aucune bonne réponse. Nous avons des appétences, des réticences, des faiblesses ou des forces qui font de nous des êtres singuliers. On ne peut pas livrer toutes les batailles, même si certains peuvent penser le contraire. Le choix de ces compétences a été réalisé à partir de l'environnement définissant la négociation au sens large du terme, tout en y apportant un angle spécifique à négociation complexe. Avant d'aborder ce chapitre, il vous est nécessaire de passer ADN Insider, un questionnaire en ligne, gratuit et d'une durée de 5 minutes, afin de découvrir votre profil de négociateur. Les résultats étant strictement confidentiels, soyez honnête dans vos réponses. Ce test vous permettra d'apprécier votre profil de négociateur, de comprendre l'impact des 10 compétences en situation de négociation, de capitaliser sur vos forces et de protéger vos faiblesses. Rendez-vous sur www.adninsider.com. Après avoir passé le test et pris connaissance de vos résultats, vous pourrez vous situer sur chacune des 10 compétences clés décrites dans un instant. Gardez en tête qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Exemple de profil ADN Insider. Appétence au conflit, 60%. Empathie, 90%. Intuition, 90%. Résilience, 70%. Agilité, 70%. Coopération, 60%. Assertivité, 65%. Maîtrise émotionnelle, 55%. Gestion du stress, 45%. Écoute, 65%. L'appétence au conflit. L'appétence au conflit représente la capacité à mobiliser ses ressources, à faire face sereinement et à garder son sang-froid dès lors que le négociateur entre en zone conflictuelle. Cette compétence est primordiale lorsque le négociateur est engagé dans des situations sous tension et à forts enjeux. Cette compétence devient secondaire si le négociateur évolue dans un environnement stable et coopératif. Comprendre vos résultats au test ADN Insider. De 0 à 25%, vous êtes très mal à l'aise dans le conflit. Vous privilégiez l'évitement. De 26 à 50%, le conflit vous rend par moments mal à l'aise. Vous cédez alors un peu de terrain. De 51 à 75%, vous êtes relativement à l'aise dans le conflit. De 76 à 100%, il vous en faut beaucoup pour être déstabilisé. L'empathie. L'empathie consiste à comprendre, verbaliser et percevoir ce que l'autre peut ressentir sans pour autant s'imprégner de son émotion. L'empathie contribue à créer le lien avec la partie adverse, pour ensuite gagner en confiance et en crédibilité. De plus, elle permet de mieux comprendre les motivations des autres. L'empathie est cependant à distinguer de la sympathie. Dès lors que le négociateur ressent l'émotion de l'autre, il se produit un phénomène de contagion émotionnelle, provoquant alors une perte de lucidité chez le négociateur. Ce dernier ne comprend plus la situation, mais commence à la cautionner. Comprendre vos résultats au test ADN Insider. De 0 à 25%, vous faites régulièrement preuve de froideur émotionnelle. De 26 à 50%, vous occultez par moments les émotions des autres. De 51 à 75%, vous êtes sensible aux émotions des autres. De 76 à 90%,
vous comprenez très rapidement les émotions que les autres peuvent ressentir. De 91 à 100%, vous basculez par moments dans la sympathie. L'intuition. Tout comme la créativité, l'intuition s'alimente de l'expérience. C'est souvent l'intuition qui prend le pas sur la raison dans les situations les plus critiques. Le négociateur confronte alors, consciemment ou non, la situation actuelle aux situations historisées pour prendre une décision. L'intuition permet de réagir instantanément dans des environnements le nécessitant pour protéger le négociateur sans processus cognitif particulier. Comprendre vos résultats au test ADN Insider. De 0 à 25%, vous êtes un pur rationnel. Vous faites très peu confiance à votre intuition. De 26 à 50%, vous privilégiez des décisions rationnelles à des décisions intuitives. De 51 à 75%, vous faites facilement confiance à votre intuition. De 76 à 100%, vous puisez naturellement dans votre répertoire d'expériences vécues. La résilience. La résilience est la faculté à résister aux épreuves et difficultés qui entravent le cours de la vie, et plus spécifiquement le cours des négociations. Chaque épreuve surmontée permet de s'épaissir le cuir et d'étoffer la crédibilité. Les négociations les plus dures sont déstabilisantes et parfois même démoralisantes. Elles sont cependant nécessaires dans le processus d'apprentissage, car elles nourrissent l'expérience. Nul ne peut affronter une négociation complexe sans avoir écumé son lot de difficultés et d'épreuves. Il est nécessaire de tomber pour se relever. Comprendre vos résultats au test ADN Insider. De 0 à 25%, chaque épreuve contribue à vous abîmer un peu plus. De 26 à 50%, les expériences difficiles peuvent parfois vous abîmer. De 51 à 75%, vous surmontez efficacement des expériences relativement difficiles. De 76 à 100%, vous parvenez naturellement à positiver des expériences négatives. L'agilité. L'agilité définit la capacité à évoluer en environnement complexe, régi par l'incertitude, la versatilité et l'instabilité. Certaines situations, compte tenu de leur singularité, peuvent fortement peser sur le cours d'une négociation et sur la performance du négociateur. Des négociateurs agiles seront alors plus efficaces que des négociateurs dits rigides. Il est à noter que la rigidité n'est nullement péjorative. La rigidité qualifie le besoin de maîtrise du contexte pour se sentir en sécurité. Ainsi, des situations stables et prédictibles sont bien mieux appréhendées par des négociateurs rigides. Comprendre vos résultats au test ADN Insider. De 0 à 50%, vous avez besoin de normes et de procédures pour vous sentir en sécurité. De 51 à 90%, vous évoluez facilement dans un environnement incertain et complexe. De 91 à 100%, vous êtes à l'aise dans le chaos. La coopération. La coopération définit, en substance, la volonté de vouloir coopérer, notamment quand la partie adverse ne le souhaite plus ou que les conditions deviennent défavorables. À titre d'exemple, des négociations longues et éreintantes ont tendance à démotiver des négociateurs dotés d'un faible niveau en coopération. Des demandes irrationnelles ou une partie adverse refusant de négocier provoqueront la même réaction. A contrario, des négociateurs très coopératifs privilégieront la voie de la négociation, même quand les conditions d'une solution négociée sont peu probables. Comprendre vos résultats au test ADN Insider. De 0 à 50%, vous considérez que la négociation atteint ses limites dès lors que les conditions ne sont plus réunies. Refus de négocier, longueur de la négociation, profil complexe. De 51 à 100%, vous privilégiez la voie de la négociation même quand il reste peu d'espoir. L'assertivité. L'assertivité est la capacité à défendre ses valeurs, ses opinions, l'organisation que le négociateur représente, tout en respectant l'opinion de l'autre. Il ne s'agit pas de cautionner les demandes de la partie adverse, mais de les comprendre. Des négociateurs peu assertifs ont tendance à s'effacer, à douter d'eux-mêmes ou à accorder une importance démesurée aux arguments de l'interlocuteur. Comprendre vos résultats au test ADN Insider. De 0 à 25%, vous ne croyez pas en ce que vous dites. De 26 à 50%, vous avez tendance à vous effacer quand le niveau d'opposition est élevé.
De 51 à 75%, vous défendez vos idées avec conviction. De 76 à 100%, vous défendez vos opinions avec vigueur, tout en sachant respecter un point de vue diamétralement opposé du vôtre. La maîtrise émotionnelle. La maîtrise de soi est fondamentale pour rester crédible et agir en toute lucidité. Maîtriser sa colère, ventiler sa peur, résister à la mauvaise foi, apaiser son ego sont autant d'exemples qui entravent trop souvent les relations. Le négociateur se doit d'afficher une solidité et une stabilité psychologique certaine pour mener sereinement la négociation et rassurer la partie adverse. Nous accordons naturellement plus volontiers notre confiance à des gens calmes et posés qu'à des personnes agitées au comportement erratique. Comprendre vos résultats au test ADN Insider. De 0 à 25%, vous êtes un détonateur émotionnel. De 26 à 50%, l'émotion prend le pas sur la raison par moment, ce qui impacte négativement la négociation. De 51 à 75%, vous affichez une bonne maîtrise émotionnelle en environnement stable ou légèrement dégradé. De 76 à 100%, vous êtes stable émotionnellement en toutes circonstances. La gestion du stress. Pour certains négociateurs, le stress est un facteur motivationnel. Et pour d'autres, le stress est un phénomène perturbateur. Techniquement, le stress est une pression exercée sur une matière. Tant que la matière résiste, tout va bien. Quand elle s'effrite, elle n'a plus la force de lutter contre la pression. Cette analogie est parfaitement transposable auprès des humains, et plus particulièrement auprès des négociateurs. Le stress se caractérise, à titre d'exemple, par la pression ambiante, l'importance des enjeux, l'attitude de la partie adverse, la difficulté à atteindre l'objectif fixé, le regard des autres, sa personnalité ou encore l'incertitude. Comprendre vos résultats au test ADN Insider. De 0 à 25%, le stress affecte profondément votre système de prise de décision et inhibe vos actions. De 26 à 50%, le stress a tendance à diminuer votre performance de base. De 51 à 75%, vous gérez votre stress avec un succès certain. De 76 à 100%, le stress est un facteur motivationnel. Votre performance de base s'améliore en conditions de stress intense. L'écoute. L'écoute consiste à comprendre l'autre, au-delà des mots prononcés. L'écoute comprend ainsi la logique, les non-dits, la mémorisation ou encore la préparation au questionnement stratégique. Par définition, un négociateur n'écoute pas pour répondre, mais pour comprendre. L'écoute contribue à cerner également les motivations de la partie adverse, en créant un espace propice au dialogue. Comprendre vos résultats au test ADN Insider. De 0 à 25%, écouter est pour vous une perte de temps ou profondément inutile. De 26 à 50%, vous avez tendance à perdre en écoute dès lors que vous considérez les sujets inintéressants. De 51 à 75%, votre niveau d'écoute vous permet de faciliter les relations. De 76 à 100%, vous faites preuve d'écoute véritable, dénuée de jugement et profondément tournée vers l'autre. Les aptitudes complémentaires. Les aptitudes complémentaires recensent les compétences et les valeurs parfois nécessaires à la conduite de certaines négociations. Dans le cadre du recrutement de négociateurs, certaines aptitudes sont évaluées au même niveau que des compétences faisant partie du socle. L'humilité. L'hypertrophie de l'ego conduit inéluctablement à un gonflement de l'orgueil. Les négociateurs, notamment dans des situations à forts enjeux, sont par définition fortement exposés. La convergence des regards, la pression, les félicitations suivant la conclusion d'un accord sont autant de facteurs propices à la prétention qui peuvent ternir la blancheur de l'humilité. Sans humilité, la relation empathique n'existe plus. Le narcissisme prend le dessus, la critique constructive est balayée et l'objectif devient flou. La créativité. Il n'existe rarement qu'une solution à un problème. C'est le rôle du négociateur que d'envisager des solutions innovantes pour répondre à la complexité. Primordiale pour transcender les divergences de position ou d'enjeux, la créativité permet d'orienter le conflit vers des solutions potentiellement satisfaisantes pour les parties prenantes. Sans créativité, le négociateur tourne en rond.
notamment en situation critique, étant incapable d'envisager une issue favorable aux différends. L'aisance verbale. Un stock verbal fourni, une prosodie harmonieuse, le mot juste, une bonne élocution constituent l'aisance verbale. Il n'est pas question d'impressionner la partie adverse en se gargarisant de termes obscurs comme pouvaient le faire certains sophistes de la Grèce antique. Bien au contraire, ces atouts doivent servir le négociateur dans le cadre de la mise à niveau et de la légitimité. La proximité ne s'obtient qu'en adaptant son mode de communication à l'autre. La logique. La technicité d'une négociation peut peser sur sa complexité. Sans compréhension globale et détaillée du dossier, le négociateur perd toute crédibilité et légitimité. La logique comprend ainsi l'esprit critique, le raisonnement, l'appréciation de la cohérence, l'analyse éclairée d'une situation, la rigueur, mais également tous les éléments techniques qui peuvent façonner une négociation commerciale, sociale, diplomatique ou critique. Le courage. Par définition, les négociations complexes ne sont pas binaires. Dans bien des cas, les négociateurs doivent faire face à des dilemmes, des problèmes moraux ou encore des choix impossibles. En prenant position, ils engagent non seulement leurs responsabilités, mais aussi celles de leur institution, ce qui nécessite de leur part d'assumer les conséquences sans faillir. Faire preuve de force morale, tenir bon contre vents et marées, n'est pas donné à tout le monde. C'est uniquement dans l'adversité que se révèle la valeur des individus. Le leadership. Certaines voix portent plus que d'autres. Alchimie subtile entre compétences reconnues, charisme, confiance en soi, intelligence situationnelle, influence opérationnelle, le leadership permet de fédérer des équipes autour d'un objectif commun. C'est souvent ce little push qui facilite le passage à l'action et ravive la flamme. Le travail d'équipe. Certains négociateurs sont des loups solitaires. Même s'ils peuvent être performants, ils rejettent le collectif. Ce comportement présente de nombreux risques. Vision unique, dissonance cognitive, manque de recul, rétention d'informations, relève difficile du négociateur si un changement est nécessaire, ou encore accentuation narcissique. D'autres négociateurs privilégient le travail d'équipe, intimement persuadés que le collectif est supérieur à la somme des individualités. L'apprentissage de l'expérience. Si l'expérience est primordiale en négociation complexe, elle n'est rien sans apprentissage. L'apprentissage se déroule en 2 étapes. Dans un premier temps, il consiste à déconstruire ces expériences vécues afin d'isoler les facteurs ayant contribué aux difficultés, aux échecs et au succès d'une négociation. La seconde phase est appropriative. Il s'agit d'affiner sa vision et de mettre en place de nouveaux comportements. Un jour, ces nouveaux apprentissages deviendront réflexifs. Dans les faits, l'apprentissage se nourrit de débriefings systématiques de rounds de négociation, d'une appréciation éclairée des éléments des différentes phases de négociation, de la capacité à se remettre en question, agrémentée d'une humilité certaine. Témoignage. J'ai rencontré, et je rencontre encore des négociateurs qui corrèlent leurs compétences à leur expérience. Ils jouissent en effet de dizaines d'années d'expérience, mais à vrai dire, quand je les teste ou les accompagne en négociation, leur niveau est souvent très en deçà de leur perception. Mon propos n'est pas de les juger, aucunement d'ailleurs. Simplement, l'expérience ne signifie rien sans apprentissage. C'est ce que vous apprenez de votre vécu qui vous permettra de grandir. Et qui plus est, l'expérience n'est rien sans expertise. Fin du témoignage. On apprend de ses erreurs pour éviter de les reproduire. L'expertise. Pour finir, ce qui fait réellement la compétence du négociateur avant tout et au-dessus de tout n'est autre que l'expertise, c'est-à-dire la somme des aptitudes stratégiques, tactiques et techniques pour préparer, conduire et clôturer une négociation de façon professionnelle. Si les compétences socles sont importantes au même titre que l'apprentissage de l'expérience, malheureusement, il ne suffit pas d'être empathique avec son interlocuteur pour lui faire accepter une solution dégradée, ou faire preuve d'écoute pour diviser par 10 un niveau d'exigence, ou encore se montrer assertif pour contrecarrer un ultimatum. À titre d'exemple, il faut donc de l'expertise, c'est-à-dire des hard skills pour retourner un rapport de force défavorable, induire le changement auprès d'un individu, faire accepter une solution dégradée,
repousser un ultimatum, déterminer la crédibilité d'une menace, stabiliser un débordement émotionnel, neutraliser un profil complexe, contrecarrer la mauvaise foi, minorer une demande, façonner la perception de quelqu'un, comprendre les motivations réelles d'un individu, négocier sous la contrainte, gérer une demande irrationnelle, choisir la stratégie idoine dans un contexte incertain, créer une ouverture face au refus de négocier, détecter le mensonge, s'approprier la psychologie opérationnelle et ses ressorts, annuler une demande coercitive, maîtriser les techniques d'influence avancées, exploiter une vulnérabilité. La négociation est un métier d'expérience, mais surtout d'expertise. Voici 3 négociations conduites entre 2020 et 2022 afin de mettre en exergue l'expertise requise dans le cadre de situations complexes. Je suis sollicité par une multinationale pour lui venir en aide. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.